Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h49, merci d'être avec nous, surtout pour ce petit déjeuner de l'actu qui est toujours un peu atypique le jeudi avec Françoise Degois, Elisabeth Lévy et Christophe Bordet. Je laisse seuls les auditeurs juges, vous verrez vous-même. Cécile, il est même atypique tous les jours. Oui, c'est ce qui le rend charmant, effectivement. Oui. Et puis parfois ça pique, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, le voile, la polémique conduit-elle à stigmatiser les musulmans? C'est l'une des questions du jour que l'on pose aussi sur les réseaux sociaux, en dehors de aussi l'opération J'aime ma boîte aujourd'hui. Est-ce que vous aimez votre boîte, vous, d'ailleurs, si vous avez des boîtes ou pas? Vous trouvez qu'il y a un attachement à l'entreprise où il y en a de moins en moins aujourd'hui? Je pense qu'il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. On fait que passer, ça dépend. Non, pour Elisabeth, c'est différent. Non, mais ça dépend si vous bossez dans des très grosses boutiques. Où et depuis combien de temps, surtout? Le management est un peu déshumanisé, ou dans des petites équipes qui sont par nature relativement familiales, si vous voulez, dans des petites boîtes où on bosse beaucoup, comme dans les médias, par exemple. Oui, les gens sont attachés à leur boîte parce qu'ils sont attachés à leur boulot, mais on a la chance de faire des médias. En tout cas, vous pouvez continuer de voter sur les réseaux sociaux et tout à l'heure, on en parlera à 9h15. Ce sera non, ça ne nous intéresse pas, de toute façon. Tout à l'heure à 9h15. Est-ce que la polémique sur le voile conduit à stigmatiser... Attendez, sinon on n'entend plus rien. La polémique conduit-elle à stigmatiser les musulmans? Françoise Degois. Alors, elle n'est pas la politique, normalement, ne devrait pas. La polémique ne devrait pas stigmatiser les musulmans, parce que là, on parle de choses très précises. On parle de l'islamisme politique, on parle du communautarisme, on parle de la dérive et du terrorisme, du djihadisme. Ça ne devrait pas. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas tout mélanger dans un grand tout. Mais en réalité, les esprits sont tellement chauffés à blanc depuis 4 ou 5 jours, parce que ça intervient après la préfecture de police de Paris. Il me semble que si Julien Audoul avait fait sa vidéo sans la préfecture de police de Paris, ça n'aurait peut-être pas pris ces proportions. Donc je pense que comme tous les esprits sont à vif, oui, à la fin des fins, il y a des mélanges qui se font. Mais on stigmatise, quoi, du coup? Non, moi, d'abord, j'aime pas ce mot. J'en ai marre, c'est des mots valises. C'est Emmanuel Macron. Je m'en fiche, justement, il n'a pas la parole divine. Je crois que ça peut entraîner, si vous voulez, à une globalisation qui est vachement désagréable et qui surtout est un peu mortifère. Mais de là, je termine, à parler de guerre civile, là je trouve que c'est irresponsable. Il en a parlé, mais en off, donc on ne peut pas non plus devant des proches. C'était fait pour que ça sorte, et là c'est trop. C'est pas parce qu'on s'engueule sur les plateaux qu'on est en guerre civile. Moi, je crois que ce qui conduit à la stigmatisation, c'est la dénégation. C'est le fait de ne pas parler des problèmes tels qu'ils existent. C'est le fait de nous raconter des fariboles sur le fait que tout irait bien pour nous dire... Ou des balivernes. Non, mais faribole aussi, c'est bien. Non, c'est joli, c'est vieux français. C'est joli, faribole. Oui. Très bien, donc des balivernes aussi, sur le fait qu'il n'y a pas de problème, sinon quelques minorités, et d'être incapable de s'adresser à nos concitoyens musulmans et de les traiter en adultes en leur disant il y a un certain nombre de comportements que nous ne souhaitons plus voir. Et je reprends cet exemple en l'occurrence des mamans voilées. Il y a, j'en suis convaincu, et l'intervention du CCIF me renforce dans cette conviction, qu'il y a derrière une offensive. Une offensive, alors vous appelez ça islamisme, vous appelez ça islam politique, et c'est là où je voudrais dire un mot de l'intervention présidentielle qui me semble totalement incohérente. Je n'ai rien compris. Parce que d'un côté, il dit attention, il ne faut pas faire d'amalgame entre le djihadisme et le communautarisme, c'est tout à fait vrai, si vous voulez, même si l'un est en quelque sorte le terreau dans lequel finit par éclore l'autre, mais on a une toute petite minorité de gens violents, et le communautarisme, en réalité, touche beaucoup plus de gens. Mais d'un autre côté, il nous dit qu'il faut aussi être intraitable avec le communautarisme, tout ça sans stigmatiser. Écoutez, moi, d'abord, je pense que ce mot nous empêche de penser. Je m'associe totalement à Françoise sur le mot stigmatiser. C'est en gros destiné à empêcher toute critique. D'accord. Et je crois qu'on a le droit de stigmatiser des comportements. L'entrisme islamiste commence à devenir inquiétant. Les stigmatiser et les combattre. Sur le fond des choses, parce qu'il y a un sondage que la Fondation Jean Jaurès vient de publier, qui est assez intéressant. Plusieurs chiffres. 37% des musulmans interrogés pensent que la laïcité doit s'adapter à leurs règles. 37%, c'est pas rien. 30% disent qu'ils sont favorables, en France, 30% des musulmans interrogés disent qu'ils sont favorables à la charia. Donc, moi, je veux bien qu'on nous dise... 30%. C'est dans toutes les enquêtes. Moi, je veux bien qu'on nous dise... J'ai l'air de découvrir la Lune dans le point, c'était 28. Moi, je veux bien qu'on nous dise...
je veux bien qu'on nous dise qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de problème, que l'on est dans le monde des bisounours, et que donc il faut tout accepter en permanence. Et que le problème, c'est l'islamophobie. Il y a un moment quand même où il faut se rendre compte de la manière dont les musulmans de France, ou en tout cas une partie d'entre eux, réfléchit et fonctionne. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. D'un côté, vous avez ces gens-là, qui ont donc une vision par rapport à l'islam, qui est la leur, rigoriste, on va dire. Bon, voilà. Et puis face à ça, vous avez des musulmans comme ceux qu'on a pu rencontrer hier en allant à l'université de Cergy, on a entendu le reportage ce matin sur Sud Radio, qui disent quoi? Qui sont des jeunes femmes étudiantes, qui ont un voile, pas la burqa, un voile, voilà, c'est pas interdit, et qui disent quoi? Eh ben écoutez, on est pris au piège, parce que d'un côté, quand il y a un attentat en France, on est française et on souffre comme tous les Français, et de l'autre côté, il y a tout ce débat hystérique sur le voile qui nous fait, enfin voilà, qui nous prend au piège, quoi. Donc que faire Parce que ça veut dire que finalement, la réalité, c'est qu'on est sur un ring de boxe et on ne sait pas qui va gagner le combat. C'est ça aujourd'hui. Mathieu, un mot sur le mot juste hystérique. Attendez, Mathieu, vous continuerez tout à l'heure. Mais c'est Mathieu qui est avec nous au 0826. C'est ce que disent les gens, c'est tout. Cécile, Mathieu, bonjour, bienvenue. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Votre question est assez révélatrice de comment se déroule le débat. Je trouve qu'il est faussé et biaisé à la base, parce que en règle générale, dans la pensée politico-médiatique dominante, si on est pour le voile, on est quand même plutôt progressiste, bienveillant et dans le camp des bons. Et si on est contre le port du voile, on est quand même rétrograde, conservateur et soupçonné, suspecté de la pire des infamies, d'être islamophobe. Et ça, c'est insupportable. Donc, je trouve que le Premier ministre n'a rien tranché du tout la dernière fois qu'il a parlé. J'entends les journalistes dire « ça y est, il a tranché ». Non, il n'a rien tranché. Il s'est couché. Il a reculé, il s'est agenouillé devant cette forme de, selon moi, communautarisme et de revendication communautaire qu'est le foulard. Je trouve qu'il aurait dû s'abstenir d'autoriser les sorties avec le foulard. Je trouve que il existe un statut très simple qui s'appelle les collaborateurs ou collaboratrices occasionnelles de services publics, que sont ces accompagnateurs et accompagnatrices, qui est une extension de l'éducation nationale et qui devrait, par là même, interdire le voile et respecter le principe de neutralité. Je ne veux pas de nouvelles lois. Vous savez pourquoi? Parce que il existe une loi de 2010, et là je parle de la burqa et du voile intégral, qui interdit le port du voile en France, et tous les jours, Patrick Roger, tous les jours, à Paris et en banlieue, je me promène, je suis en circulation, et je croise très souvent sur les marchés des femmes avec le même habit qu'à Jeddah ou à Riyad, où je suis déjà allé. Non, mais ça c'est vrai. Vous avez raison, Mathieu, parce que il n'y a pas qu'en région, région parisienne. Nous étions à Marseille vendredi dernier, on l'a vu, à Toulouse également, et dans beaucoup d'autres quartiers. Allez, on va continuer dans un instant, juste après donc le rappel des titres autour de cette question avec Elisabeth Lévy, Françoise de Gois et Christophe Bordet sur Sud Radio. Et vos appels au 0826 300 300 comme Mathieu. Merci d'être avec nous. 8h57. Dans un instant, aimez-vous votre entreprise? Enfin, dans un quart d'heure maintenant, est-ce que vous aimez votre entreprise? On va en débattre avec nos invités, évidemment. Et ensuite, Franck Ferrand sera avec nous. Vous avez vu comment on est sage? On veut tous parler, on a tous des trucs à dire. Oui, parce que Franck Ferrand viendra donc évidemment sur son histoire. C'est assez fabuleux. Il se confie dans un livre qui vient de sortir, et il fait d'ailleurs un one-man show également où il est en scène. Il sera avec nous tout à l'heure à 9h30. Avant cela, évidemment, Elisabeth, dans un premier temps, Françoise et Christophe, nous en parlions, et toujours cette question autour du voile. Je réponds d'abord à Christophe sur le fait qu'il y a d'un côté des femmes qui veulent juste mettre leur foulard pour de simples questions de foi. D'abord, c'est très difficile de le savoir. Ensuite, en dehors de la liberté de ces femmes, qui n'est pas, à mon avis, le seul critère, il y a aussi ce que nous voulons, nous, nos valeurs. Eh bien, cet affichage d'un symbole de l'inégalité des sexes heurte
beaucoup de Français. Donc un peu de discrétion ne serait pas mal. Deuxièmement, on a perdu beaucoup de temps entre 89, l'affaire de Creil, et 2004, le vote de la loi sur les signes religieux à l'école, à cause de la mollesse du gouvernement, du Conseil d'État, des associations, des médias. Et là, je dis que monsieur a raison, la naïveté face à ce qui se passe est criminelle maintenant, aujourd'hui. Mathieu qui nous disait ça tout à l'heure. Voilà, Mathieu avait parfaitement raison. Nous sommes l'otage du politiquement correct, ce qui fait que toute la gauche compassionnelle se rue à chaque fois sur cette occasion de défendre les opprimés et de dire à quel point nous sommes des salauds. Tout ça devient très inquiétant parce que c'est grave. Je pense que le président a tort s'il a parlé de guerre civile, mais on est quand même en train de passer du face-à-face, du côte à côte au face-à-face. Oui, enfin, attendez, pour répondre quand même par rapport à ce que vous venez de dire, moi je voudrais vous poser une question. Christophe Bordet. Est-ce qu'une femme qui porte le voile aujourd'hui est dangereuse? Non. Est-ce qu'elle est dangereuse? Mais on ne parle pas que de danger terroriste. Non, mais c'est ce que vous venez de dire quand même. Une femme qui porte le voile... non, il faut que je réponde là. Non, mais attendez, parce que vous avez dit quand même qu'une femme qui portait le voile... Non, mais là-dessus, je dois répondre. Attendez, mais tu vas répondre. Une femme qui porte le voile, est-ce qu'elle est dangereuse? Oui ou non? Est-ce que c'est un signe de radicalisation? Oui ou non? Je peux répondre là, parce que vraiment, on a sur... Est-ce que notre seul problème... Est-ce que notre seul problème, Christophe, est-ce que les chiffres que vous avez indiqués tout à l'heure... Qui sont réels. D'accord? Est-ce que notre seul problème, c'est la radicalisation? Non, le président, quand il parle de communautarisme, il n'est pas interdit par la loi d'être communautariste. Ça ne mène pas forcément à la radicalisation. C'est un problème néanmoins pour le vivre ensemble. C'est ce que j'appelle la sécession culturelle. Si on interdit j'ai le droit de dire que le voile, comme 60% des Français, je ne veux pas interdire le voile. Vous êtes majoritaire, c'est bien. Je ne veux pas. Non, on est très souvent majoritaire. Je ne veux pas interdire le voile. Je trouve néanmoins. Si on interdit le voile, on interdit la kippa et on interdit la croix. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Bien sûr, mais ils sont déjà interdits. On ne peut pas débattre comme ça. On ne peut pas débattre sans finir une phrase. Là, j'en ai ras-le-bol. Stop, d'accord? Parce que vous me faites dire n'importe quoi et vous me coupez au milieu de la réponse. Alors, finissez, Elisabeth, d'accord? Donc, calmez-vous, ça va aller. Non, mais ça suffit, là. On ne peut pas débattre comme ça. Écoute, tes blagues, ça suffit. 2 secondes. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas interdire le voile pour des raisons que je comprends. Je dis simplement que dans l'espace public, et notamment dans les institutions, cet affichage nous heurte parce qu'il heurte notre conception du vivre ensemble. Et que si cette dame ne peut pas entendre que son voile déplaît, je ne lui demande pas de l'enlever, je ne dis pas qu'elle est obligée de le faire, je préférerais que par pudeur, par discrétion justement, par envie de vivre avec ses concitoyens, elle l'enlève d'elle-même dans l'espace public ou en tous les cas dans les institutions. Bon, et je pense que là où je rejoins absolument Christophe, et je suis d'accord sur la loi de 2004 qui était remarquable, mais qui a déchiré la société française. Souvenez-vous, les débats en 2003 et 2004, le Parti Socialiste était complètement explosé sur cette question, la droite également. Je redis que si on décide que dans l'espace public, on enlève le voile, l'espace public, pas l'espace, on enlève le voile, on enlève tout. Dans la rue. Voilà, dans la rue, on enlève tout. Deuxièmement, je voudrais répondre à notre animateur, à notre auditeur. On n'est pas binaire. Là, on est en train de s'installer un débat entre les gentils et les méchants, mais c'est bien plus complexe que ça. Personne autour de cette table, personne autour de cette table, par exemple, et pourtant on n'est pas du même bord politique, n'accepte n'aime une société où les femmes seraient voilées. Mais c'est leur décision. Il y a une partie qui est certainement manipulée, mais il y a aussi une part de décision. Il y a une part de piété. Bien sûr. Et il y a des femmes qui ont le droit d'exprimer cette allégeance à Dieu, à leur religion. Elles ont le droit, mais c'est pas binaire. Moi, ce que je voudrais comprendre, je termine en vous disant terminez depuis 2 heures déjà. Non, c'est pas vrai. Vous arrêtez pas de monopoliser. Je termine en disant que c'est merveilleux cette affaire. Il y avait un groupuscule et Steve Hawi l'explique très bien. Il y avait un groupuscule qui s'appelait le CCIF, qui était moribond, qui était complètement à l'abandon, une espèce de groupuscule identitaire musulman épouvantable. Julien, il y a 2 alliés objectifs dans cette histoire. Le Rassemblement national et ce genre de groupuscule islamiste. Cette femme, personne ne peut me faire croire qu'il y a un complot au départ pour en arriver à une plainte aujourd'hui. La réalité, c'est que il y a deux monstres d'une certaine manière qui émergent à nouveau dans le débat. Il y a l'extrême droite et il y a le communautarisme pur et dur à travers le CCIF qui s'empare de la... Même si, évidemment, au Rassemblement national, il y a des divisions internes. Bien sûr que Marine Le Pen, elle n'a pas du tout envie d'être renvoyée à ça. Je ne sais pas s'il y a un complot pour arriver à cette plainte aujourd'hui. Ce qui est certain, visiblement, enfin c'est ce qu'on a pu lire dans la presse, c'est que cette femme s'est quand même aussi vantée d'avoir quelques accointances avec les frères musulmans. Donc si c'est la réalité,
côté, on peut quand même se poser la question de savoir effectivement s'il n'y a pas une manipulation aussi derrière sa présence, en tout cas, etc. Il y a deux alliés objectifs, Rassemblement National et Mouvement Identitaire Rigoriste. L'autre chose, la dernière chose par rapport à ça, c'est la déclaration du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Il y a un moment quand même où il dit la chose. Non, hier. Hier, il a parlé. Pendant que nous étions en émission, il a parlé. Et il a dit, à propos de ces mamans voilées qui accompagnent les enfants ou qui pourraient ne plus les accompagner si on faisait une nouvelle loi, etc., etc. Tenez-vous bien, il y a un risque, dans ces conditions-là, il y a un risque de déscolarisation. On en est là. On est en train de nous dire qu'on ne fera pas une nouvelle loi parce que si on empêche les mamans voilées d'accompagner les enfants, eh bien à ce moment-là, les gamins seront retirés de l'école publique pour aller dans des écoles, j'imagine, musulmanes, etc. On disait exactement la même chose. Et ça, c'est pas possible. On disait exactement la même chose après l'affaire de Creil. On disait exactement la même chose. On leur interdit, pour préciser ce que je voulais dire, mon cher Christophe, je pense qu'il y a deux combats à mener. Il y en a un qui relève de l'État, d'accord ? C'est la fiche S, les combats sécuritaires, déjouer les attentats, les services de renseignement. Il y a par ailleurs ce que j'appellerais un combat culturel. Gilles Kepel, qui n'est pas islamophobe à ma connaissance, parlait il y a très longtemps de la nécessité de reconquête des esprits musulmans. Ces fameux 30% qui sont dans la jeunesse, plus de 30%. Parce que dans la jeunesse, ce qui est inquiétant, c'est qu'on arrive à 40 ou 50% sur les mêmes items. Donc la situation est vraiment grave. Et ce combat culturel, eh bien, dans ce combat-là, on a le droit, si vous voulez, de dire ce que nous voyons à travers le voile. Moi, je ne crois pas que la multiplication des mamans voilées soit un hasard, car on dirait qu'il n'y a que des mères voilées maintenant pour accompagner les sorties scolaires. Non mais depuis hier, il y a des tas d'histoires ici chez les pompiers. Donc ça n'est pas du tout. Peut-être que cette dame est instrumentalisée, effectivement. Je ne crois pas. Je ne parlerai pas de complot. Je parle d'offensive. Et je crois que la naïveté va nous mener dans le mur. Voilà. Je pense que le monde se sépare pas. Moi, je pense que le monde se sépare pas entre les naïfs et les gens qui voient clair. Je pense que tout le monde voit. Non, mais je pense que tout le monde voit à peu près clair. À part, il y a une partie peut-être. Il y a toujours une partie bénie. Oui, quand même. Mais, oui, d'accord. Mais arrêtez avec cette espèce de caricature. La gauche qui serait naïve. La gauche, il y a longtemps qu'elle a fait son aggiornamento sur cette question. Je parle de la gauche social-démocrate, je parle pas forcément. Moi, je parle de la gauche médiatique. Je dis juste une chose, moi, je me sens pas. Je pense qu'il faut absolument combattre le communautarisme. D'accord avec Elisabeth et Gilles Kepel, évidemment, qui est quand même une référence sur le combat culturel. La question, est-ce qu'on le mène sur ce voile? Donc, je pense que je pense que le burkini est une véritable offensive militante. Je pense que le voile, dans le cas de ces mamans voilées, ça n'est pas ça. Voilà, la baya. Après, on est d'accord ou pas? C'est pas l'abaya, c'est un vêtement. C'est un vêtement. Elle est habillée comme ça. Oui, je sais très bien. Je vous l'ai dit hier. C'est pas un petit voile mignon. Non. Elle a un voile normal. Elle a l'abaya. L'abaya, c'est la tunique. Donc, c'est son signe religieux. Elle a le droit ou pas? Bon. Après, le burkini, c'est autre chose. Je pense quand même que sur le combat culturel, ça commence quand même de mon point de vue. Et il faut aller à l'essentiel. Moi, mon problème dont personne ne parle, c'est comment on finance les mosquées. Est-ce qu'on accepte encore que la Turquie continue de financer les mosquées? La Turquie, le Maroc, l'Arabie Saoudite continue, si vous voulez, de garder sous son aile protectrice des imams prêcheurs de haine. Elle a raison, Elisabeth, le combat, on le mène comment? Mais on le mène avec ses influenceurs des quartiers. En ménageant les susceptibilités en permanence. Non, je suis d'accord. Merci à tous les trois, Elisabeth Lévy, Françoise Degois et Christophe Bordet. Et vous faisiez référence, effectivement, avec ce système belge à ce que disait et décrivait très bien ce matin Sonia Crimi, qui était à notre micro, députée de La République En Marche, qui était invitée à 8h20 et qui, elle, a dit, moi, je suis agnostique, en fait. 100%. Bien sûr. Mais en revanche, elle comprend. Et la République donne le droit aussi de détester les religions. Bien sûr. Je veux dire, il y a les deux. On a le droit. Allez, vous continuez d'échanger sur cette question, évidemment, sur les collègues. Oui, et puis sur les réseaux sociaux, vous continuez. Donc sur le voile, vous pouvez échanger entre vous. Le débat continue, évidemment. Et puis dans un instant, est-ce que vous aimez votre boîte? Oui, est-ce que c'est... On va en parler, évidemment, avec nos invités. Et puis nous recevrons Franck Ferrand, qui sera dans un quart d'heure avec nous. Mon enfance, quelle histoire, aux éditions de l'Atelier. Restez avec nous, il est 9h14, le Grand Matin Sud Radio.